Petite histoire de la sociologie. Avant toute chose, il faut savoir que l'humanité n'a pas attendu l'institutionnalisation de la sociologie en tant que chaire universitaire pour tenir des propos sociologiques. Non seulement on a des considérations à caractère sociologique auprès des philosophes de l'Antiquité, mais vous pouvez également repérer des discours à caractère sociologique aussi bien dans la Bible que dans le Coran ou, que sais-je encore, dans les poésies de Rumi. Avec le processus de la rationalisation du monde dont nous parle Max Weber, la dimension empirique, la dimension descriptive et analytique prend petit à petit le dessus sur les discours produits au sujet de la collectivité, au sujet de la société, au sujet des normes et des valeurs qui appartiennent à des collectivités, au sujet des institutions de la société, à savoir la famille, l'éducation, la religion, au sujet des relations de pouvoir. Petit à petit, ces discours prennent un caractère de plus en plus rationnel, c'est-à-dire basé sur des données empiriques avec une ambition davantage analytique que morale. Ainsi, on a un discours de plus en plus sociologique auprès d'un certain nombre de savants, à savoir Ibn Khaldoun, Rousseau, Montesquieu. Et ce processus continue. On arrive par exemple à Alexis de Tocqueville, là où on a véritablement les premiers écrits à caractère hautement sociologique. Un discours qui, de manière très descriptive, met en lumière ces bases de données empiriques et qui analyse ces données empiriques avec une véritable volonté d'objectivité. Une volonté d'objectivité qui se traduit par l'institutionnalisation de la sociologie en tant que science, en tant que discipline scientifique parmi d'autres disciplines au sein des établissements universitaires. Et pour ce faire, il y a un certain nombre d'acteurs qui se sont engagés, un certain nombre d'acteurs qui, par ailleurs, en concurrence les uns avec les autres, ont tantôt appelé la sociologie la physique sociale et tantôt appelé la sociologie avec un certain nombre d'établissements universitaires qui marquent cette institutionnalisation de la sociologie en tant que science, en créant des chaires de sociologie à partir de la fin du 19e siècle et particulièrement au début du 20e siècle. Et ceci dans un mouvement relativement homogène qui part, on va dire, aussi bien des États-Unis, en France, en Allemagne, voire même en Turquie. Comprenez bien, mesdames et messieurs, que cette institutionnalisation de la sociologie en tant que science a été le fruit d'un long processus, entre autres commencé par les Lumières, avec une volonté de maîtriser son destin, où l'être humain voudrait bien minimiser la part d'indétermination dans son destin. Et pour cela, il va falloir payer un prix. Le premier prix à payer est de se détacher des considérations métaphysiques et en revanche se rattacher aux données empiriques. En plus de cet abandon de la métaphysique, il faut également abandonner des considérations morales. Et c'est ainsi que vous pouvez prétendre à l'objectivité. Une objectivité qui, dès les premières années de la naissance de la sociologie, se traduit différemment, tantôt en termes de rupture épistémologique auprès d'Émile Durkheim et tantôt en termes de neutralité axiologique auprès de Max Weber. Donc, dès la naissance de cette science, il y avait déjà des points de bifurcation, des points de divergence par rapport au statut de cette science. D'un côté, on considérait que cette science devrait copier-coller des méthodes des sciences exactes, des sciences de la nature, et ainsi, elle pourrait nous montrer le bon chemin vers le progrès. De l'autre côté, dans la variante weberienne, antipositiviste, on considère que non, ça ne peut pas être une science exacte, d'où l'exigence de la neutralité axiologique, d'où la nécessité de ne pas jouer à la politique avec de la science. La science ne peut donc pas nous permettre de montrer la voie du progrès, car toute considération de progrès est prédisposée d'un cadre moral. Et c'est assez rigolo de voir qu'auprès des positivistes, l'idée de l'abandon des idéologies normatives n'est pas véritablement acquise. Dès le début, dès la naissance de cette discipline, on traîne avec soi un cadre normatif, à savoir l'idée du progrès. En d'autres mots, on remplace les idéologies religieuses par une nouvelle idéologie, à savoir celle du progrès.
Attention, mesdames et messieurs, j'emploie le terme idéologie dans un sens large, en ce sens que parmi toute une série de catégories de nouveaux prophètes, c'est-à-dire Auguste Comte, c'est-à-dire Spencer, c'est-à-dire Karl Marx, toute une série de nouveaux prophètes qui vont venir nous montrer le chemin vers la lumière, vers le progrès, vers une finalité définie par les êtres humains. Donc, vous voyez que c'est une histoire complexe, puisque dès la naissance de la sociologie, là où on cherchait à définir l'objectivité, il y avait déjà des cadres moraux préétablis dans notre positivisme qui croyait au progrès, à l'émancipation de l'être humain grâce à la connaissance scientifique, grâce à la connaissance de la sociologie. En d'autres mots, la sociologie devient un instrument, un moyen pour une finalité tout autre. Une finalité qui s'opérationnalise de façon très pragmatique par la gestion des masses d'individus qui se rassemblent dans des agglomérations de plus en plus importantes à cause de l'exode rural, de la révolution industrielle. Donc la sociologie devrait servir à la gestion des masses d'individus, à la question du chômage, à la question de la misère sociale, aux questions de santé publique. Donc l'idée même de cette servitude volontaire de la sociologie entre en contradiction dès la naissance de la sociologie avec sa prétention à l'autonomie, une autonomie réclamée par ses pères fondateurs, une objectivité de cette discipline. Et puisque cette autonomie est mise à mal par une objectivité partielle, puisqu'elle est humaniste, puisqu'elle a des valeurs, dans ce cas-là, il va falloir créer cette autonomie en travaillant sur les frontières disciplinaires, sur une épistémologie propre à la sociologie. Il va falloir expliquer le social, rien que par le social. Un autre élément que j'aimerais bien vous souligner dans cette petite histoire de la sociologie, que je vous fais, c'est de vous faire remarquer qu'il y a des points de bifurcation dès la naissance de la sociologie. Donc d'un côté vous avez les holistes, durkheimiens, de l'autre côté vous avez les individualistes weberiens. La sociologie explicative et compréhensive naissent avec la sociologie et il faut bien comprendre que tout au long de l'histoire de la sociologie, et dès même la naissance, on a essayé de dépasser, si vous voulez, cette contradiction épistémologique entre ces deux grands paradigmes en sociologie. À commencer par Simmel, en continuant avec d'autres auteurs, notamment Elias, y compris même Pierre Bourdieu, que sais-je encore, toute une série d'auteurs, Giddens, Anthony Giddens, enfin toute une série d'auteurs prennent conscience qu'il existe une opposition qu'ils souhaitent dépasser et mettent en place des cadres conceptuels tentant de dépasser cette opposition. Donc, dans cette histoire de la sociologie, vous avez une opposition épistémologique qui se crée dès sa naissance et des tentatives successives qui se créent également pour un dépassement de cette opposition.